dans le mot renaissance, déjà, on a un renaître, donc naître de nouveau. Ben, je te dirais qu'il y a eu des grands moments de renaissance, je peux t'en parler, mais je te dirais aussi qu'à tous les jours, il y a une renaissance. Parfois même quelques renaissances à tous les jours. Bon, c'est pas le principe de la naissance physique de départ de notre incarnation, mais c'est une renaissance dans le sens qu'on se renouvelle. Alors, c'est sûr que des grands moments pour moi de renaissance étaient jumelés à des expériences de vie, des situations particulières. Je peux te donner, disons, celles qui me viennent en tête qui sont importantes. Je me souviens très bien de ma renaissance, curieusement, au moment de la mort de mon père. Alors, mon père avait 44 ans. Moi, j'en avais 17. Et le dernier soir de sa vie incarnée, si tu veux, avant sa transition, j'étais allée le voir seul. Et puis, il m'a initié à mon métier de passeur. Je ne savais pas. Il n'est pas mort pendant que j'étais là. Il a attendu que ma mère vienne et moi, je suis allée garder mes sœurs. Mais ce moment-là, ce soir-là, ça a été une renaissance. C'est curieux à dire, hein? Une renaissance au moment où ton père fait sa transition. Il va naître de l'autre côté de la vie, que tu connais bien, n'est-ce pas? Cet au-delà. Et moi, je renaissais, mais j'en étais pas complètement consciente. C'est-à-dire, je naissais de nouveau à une partie de moi qui maintenant est très active, qui est le passeur, celle qui accompagne les passages, le guide des passages, qu'importe le nom, hein, qui est le plus vieux métier du monde. Donc, ça a été une renaissance importante, ce moment-là. Au moment de la naissance, du départ de mon père. Ça, c'était très particulier. Ça a influencé toute ma vie. Hein. Alors, je ne savais pas à ce moment-là, parce que je ne suis pas devenue passeur, entre guillemets, ce soir-là, mais l'initiation s'est faite là. Il m'avait même demandé, tu vois, il avait la leucémie, donc il y avait beaucoup de taches, de piqûres, là, des seringues un peu partout. D'accord. Et il était devenu incontinent à la fin. Il m'avait demandé de laver son corps. D'accord. Comme font les piétas dans différents pays et dans plusieurs cultures, laver le corps, c'est un rituel d'accompagnement de passage. J'avais 17 ans, t'imagines. J'étais complètement en état de transe pour arriver à faire ça, mon père. Et j'étais seule avec lui, tu vois. Alors pour moi, ça a été un moment clé de renaissance ou de nouvelle naissance. Et il y en a un autre aussi qui est important. Et il va avec une phrase, comment on appelle, tu sais, les poésies, pas les poésies, mais les koans, je crois, japonais, là, orientaux, où il y a 3 phrases et qui dit ceci. Avant l'illumination, portez de l'eau, coupez du bois. Après l'illumination, portez de l'eau, coupez du bois. C'est une phrase, enfin, une petite poésie qui m'a beaucoup marquée parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé à l'âge de 32 ans. Je te dirais que cette expérience-là était véritablement une renaissance spirituelle, renaître à l'être spirituel que je suis, en fait, que nous sommes tous. Et j'étais dans ma vie au quotidien et il s'est passé enfin une ouverture, si tu veux, qui m'a amené à une période, je ne savais pas comment la nommer, mais il faut la nommer, illumination ou extase mystique. Extase mystique, ça fait un peu plus religieux ou mystique, c'était plus connu. Connoté. Et ça a duré 11 jours et 11 nuits. Où j'étais dans un état d'illumination. En fait. J'étais constamment en contact avec le divin. Et après l'illumination, couper du bois, porter de l'eau, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est de revenir à la vie et de redescendre la montagne et de revenir dans la vraie vie sur Terre, quoi. Alors, ça, pour moi, ça a été une étape, une expérience
qui a quand même duré plusieurs jours, de renaissance et spirituelle. Alors j'étais, comme pas mal de monde, pas mal d'amis, plusieurs personnes, j'étais dans la vie terrestre, les deux pieds sur terre et à pleines dents. Hein. Ouais. Et à ce moment-là, cette expérience, j'avais 32 ans. Cette expérience m'a mise au monde vraiment au niveau spirituel. C'est là que j'ai su ce que voulait dire réellement être un être spirituel qui s'incarne dans un corps terrestre. D'accord. Et ça a été pour moi des grands événements de renaissance. Et je te dirais, mon Dieu, il y a tellement de faits que je peux citer aussi. Tiens, je te les présente dans l'ordre où ils viennent. Hein. Ouais. Tu vais comme je suis inspirée. C'est toi qui le sens. Ouais, toute ma relation avec les dauphins. Oui. Je me disais hier soir, justement, pensant à la rencontre avec toi, l'entrevue avec toi, je me disais, aujourd'hui, il y a une partie de moi qui a pris un recul sur sa vie et qui regarde ce qu'elle a ensemencé et comment vont les récoltes. Ouais. C'est une position que je trouve très intéressante. Parce que pour faire ça, il faut avoir vécu un certain temps. On peut le faire régulièrement, remarque. Hein. Et je regardais, et puis, justement parce que j'avais reçu une publicité par rapport aux dauphins, un mouvement planétaire pour que l'esprit des dauphins puisse aider à monter les vibrations de la Terre. Et je regardais ça et tu sais, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui organisent des voyages initiatiques pour aller nager avec les dauphins, bon, ça. Et ça fait partie un petit peu de ce que j'appelle la récolte. J'ai pas été la pionnière, loin de là, parce que j'ai eu deux mentors, deux femmes. D'accord. Deux thérapeutes d'ailleurs. Une aux États-Unis, les deux aux États-Unis, une au Bahamas et une à Hawaï, qui ont été des mentors suite à mon éveil. Et donc, je n'étais pas la pionnière, mais j'ai quand même contribué à faire connaître la relation que l'humain peut avoir avec les dauphins et vice-versa. Alors, tu vois, ce moment-là, c'était en 1993. On parle de renaissance. Alors, j'avais déjà fait pas mal d'études en psychothérapie et tout ça. Et j'ai reçu ce qu'on appelle l'appel des dauphins. Alors, ça s'est produit, ça aussi, de façon très simple. J'ouvre un journal et il y avait une publicité qui, en 1993, 93, comme on dit dans certaines régions d'Europe. En Belgique. 93. En Belgique et en Suisse aussi. En Suisse. Je connais moins la Suisse. Ouais. Ça va venir. Donc, dans ce journal, quelqu'un présentait un voyage pour aller nager avec les dauphins, déjà. Et c'était écrit plonger dans sa destinée en nageant avec les dauphins libres dans les eaux chaudes de Hawaï. C'est déjà pas mal comme titre. Wow. Plonger dans cette destinée, t'imagines? C'est ça les trois mots qui ont fait que. Et là, moi, je suis entrée dans un état second. C'était comme un choc électromagnétique. Tu sais, quand on vit des expériences de transmutation au-delà de la guérison, on a l'impression que nos cellules se mettent à bouillir comme de l'eau. Ça tremble comme ça à l'intérieur de la tête aux pieds. Ça, pour les personnes qui ne savent pas encore et qui pensent qu'il y a une pièce, non, c'est une transmutation cellulaire, c'est l'ADN qui change. Et ça s'est mis à faire ça, mais ça a duré plusieurs semaines. Et là, ça a été le choc.
je savais pas non plus encore, mais c'était l'appel des dauphins. Donc, j'avais pas décidé d'aller, d'ailleurs, je suis pas allée dans ce voyage qui était organisé. C'est un voyage qui a éveillé en moi. Je suis allée à la conférence, par contre, j'ai rien entendu, j'ai rien retenu. Je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé dans la conférence, sauf qu'il y avait un écran où on montrait les dauphins dans l'eau. Oui. Dauphins libres, en liberté, tu sais. Je me souviens que de ça. Et là, ça fait naissance à une partie de moi, oui, qui peut communiquer avec, bon, disons que je fais partie de la communication animale, on peut dire, on appelle ça comme ça maintenant, communication animale. Mais en réalité, pour moi, le dauphin, ça n'a jamais été un animal. J'ai un respect très révérencieux pour les animaux, c'est pour ce que je veux dire, mais pour moi, c'était des êtres qui étaient des étoiles et qui étaient incarnés en dauphin, comme les baleines d'ailleurs. Donc là, ça a débuté, renaissance, hein, renaître de nouveau, une nouvelle phase de ma vie. C'était pas très loin de la folie, hein. Je te laisse juge. La folie joyeuse. Oui, c'est beau. Et il y avait, enfin, ma maison s'est remplie d'objets de dauphins, etc. Et ce qui était très curieux, c'est que, je ne savais pas non plus, mais j'allais être une des ambassadeurs des dauphins pour les humains. Je ne savais pas non plus. Sauf que, tu sais, un phénomène étrange, c'est qu'avant même de m'engager avec eux, physiquement et concrètement, j'ai été interviewée à la télé, à la radio, et un grand article de finale, toute une page. Oui. Et là, je me suis dit, non mais attends, il y a quelque chose qui est hors de mon contrôle là. On fait des entrevues avant l'expérience. Wow. Donc, bon, tu vois un peu l'image de la vie. Et là, suite à ça, j'ai commencé à aller nager moi-même. Des groupes qui étaient organisés par ces deux personnes, mais séparément. Et ensuite, j'ai fait pour moi. Et ça a été pendant quelques décennies, hein, de 1993 à 2013. Oui, parce qu'en 2014, je ne suis pas, mais il y avait probablement cette année prochaine. Donc, pendant 20 ans, j'ai parlé des dauphins, écrit et tout ça. Bon, enfin. On parle toujours de renaissance. Tout à fait. De renaître, de découvrir que je ne suis pas qui je croyais être. Tout à fait. De découvrir des facettes de soi. Oui. On en a parlé avant d'entretien, hein? Oui. Au sujet, entre autres. Découvrir des facettes de soi qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Tout à fait. C'est incroyable d'ailleurs. À 40 quelques années que j'avais en 1993, j'allais devenir comme un enfant complètement excité par des dauphins, quoi. Et que ça allait m'amener partout dans le monde, jusqu'à l'île Maurice, à Hawaï, en Grèce. L'écriture, ça a commencé par la lecture. Quand j'étais enfant, et qu'il y avait du monde qui venait à la maison, et que, bon, je commençais à en avoir un ras-le-bol. Après une demi-heure, je sais pas moi, j'allais dans ma chambre, et là, je dévorais des livres jusqu'à 14-15. Je dévorais des livres, et je lisais. Et l'écriture a commencé par la poésie, des recueils de poésie. Et ça a commencé dans le but, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de métro. À Montréal, j'étais dans mes premières années d'enseignante dans des écoles pour les jeunes à l'école primaire. Et je te dirais pas à quel point je m'ennuyais dans ce métier. Alors, le divin était bon avec moi. Dieu était
bon avec moi, qui mange et compagnie. Alors, pendant le trajet en bus, qui était assez long, ça s'est mis à descendre, tu sais, l'inspiration. Et là, j'ai des recueils de centaines de pages de poésie qui sont venus, donc quand j'avais 18, 19 ans. Mhm. Et ça a descendu, tu dois connaître ça, hein, tu sais de quoi tu parles. Oui, je connais bien. C'est quand tu peux plus arrêter le flot dans la fontaine de jouvence. Et ça descendait, et puis tout à coup, j'étais arrivée au terminus de l'école, là où j'allais. J'étais partie de chez moi, j'étais arrivée, et il y avait je ne sais pas combien de poèmes qui avaient été écrits. Au moins un par jour. Et ça me permettait d'oublier gracieusement le métier que je venais faire. Mm. Qui n'a pas duré longtemps, hein, j'ai fait 2 ans, c'est ça. Et donc, ces poésies sont publiées en livre numérique d'ailleurs. Il y a pas beaucoup d'éditeurs qui publient de la poésie, mais c'est en numérique, chez une éditrice Oui. au Canada. Alors donc, l'écriture, ça a commencé comme ça, ça s'est déversé, et ça m'a suivi tout le temps. Mm. Et quand j'étais enceinte de mon fils en 1973, 73, 73, quand j'étais enceinte de mon fils, là, je me suis mise à avoir des rêves tellement bizarres. Mais tellement bizarres que, tu vois, je suis renée à l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, Ouais. avec ses est venu aussi. Il y avait déjà le fait de donner naissance à un enfant, il sait plus que moi. Mhm. Donner naissance à un enfant, c'est aussi une renaissance pour soi. Hein. Tout à fait. On revit sa propre gestation, on revit sa propre accouchement, même si c'est différent. Mhm. Et donc, ces rêves qui sont arrivés pendant la grossesse, c'était tellement bizarre que je me suis mise à les écrire. Donc, on revient à l'écriture. Mais en les écrivant, il y avait un autre processus qui se passait. J'ai des boîtes de cahiers d'écriture de rêves. Ça aussi, ça m'a conduit à l'étude des symboles des rêves ultérieurement. Je comprends mieux Parce que maintenant. les rêves étaient tellement... en fait, tout est le fil d'Ariane, oui, c'est l'écriture, mais c'est plus que l'écriture comme telle, c'est l'inspiration Oui. qui se traduit par des mots. Hein, Oui, c'est le flot qu'on reçoit qui fait que oui, ça nous envahit et il faut le sortir. Donc on passe par l'écriture. oui. Mhm. Moi, je dis que tout le temps que c'est très organique, l'écriture. Hein. Oui. C'est comme tu disais, c'est une énergie qui rentre dans le corps, va jusqu'au cœur, et elle monte aussi jusqu'au cœur, ça sort par les bras et les mains. Alors, tous les artistes, les écrivains sont habités par cette inspiration. On peut peindre, on peut dessiner, hein, tu illustres, tu fais de l'illustration, peindre, dessiner, jouer d'un instrument de musique, écrire, tout ça c'est inspiré par une énergie qui vient à la fois de l'extérieur de nous, de l'univers, Tout à fait. mais aussi de l'intérieur de nous, Oui. C'est très qui vivant. vient de partout. C'est très vivant. C'est une émotion très vivante parce qu'en fait, c'est un tout. C'est une énergie autour, c'est notre vécu, c'est une résonance, c'est vraiment pas une harmonie, mais on fait partie du monde, je trouve, et de l'univers quand ça sort. Oui, puis l'exprimer, c'est un mouvement de vie. Quand on l'exprime, qu'importe la façon, ça peut être par la danse aussi, hein. Bon, le chant, l'écriture. Donc, c'est pas pas banal que les archéologues et les ethnologues retrouvent sur les murs des grottes, des anciens monuments, des dessins, de l'écriture codée. Des symboles depuis des milliers d'années. Tout à fait. Alors, c'est un moyen d'expression qui est très important. Et on se rend compte, là où on peut parler de renaissance aussi,
c'est qu'on se rend compte qu'on est des médiateurs, des intermédiaires, des canaux, un canal. Mhm. Je suis un canal de toute cette énergie des univers qui m'entourent Mhm. et qui est en moi. Et d'avoir... c'est très beau, le corps humain est là, et l'humain, Oui, quand il est dans la création. tout à fait. Créer, c'est renaître aussi. Oui, c'est La, la renaissance par la création. ouais, c'est vivant, c'est se sentir vivant. Je trouve aussi que ce sont des modes de communication aussi. C'est une Oui. inspiration, mais c'est parce qu'on communique par des mots, par des phrases. Mais tout ça, c'est Mm. aussi une façon de s'exprimer quelque part qu'on n'utilise pas quotidiennement. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont créé des musées, parce que mais c'est merveilleux, mais en même temps, les musées, parce que il y a une conservation d'objets d'art extraordinaire, Ouais, un peu de deux. Mais chez soi, chacun chez soi est un créateur. Hein. On peut créer un jardin aussi. tout à fait. On peut, la création, c'est de se remettre au monde à chaque œuvre, de renaître à chaque œuvre par la création. Alors ça, c'est vraiment important. Et là où j'ai revécu une renaissance aussi, c'est drôle parce qu'il me vient le mot rebirth en même temps parce que j'ai expérimenté cette thérapie. Tu sais, qui est la thérapie de la renaissance du rebirth par la respiration. Mais bon, c'est pas là que je voulais t'amener. Et ouais, mais des fois on arrive par des chemins détournés à quelques endroits, hein. Oui, c'est ça. Et peut-être que c'est en lien plus que je crois. C'est que j'ai ouvert la porte quelquefois, on parlait de canalisation dans ma vie, à des sous forme de médiumnité, tu en avais mis avec des archétypes qu'on appelle des guides, etc. Bon. Et le troisième, chacun d'eux, mais surtout les deux derniers, ils m'ont amené dans leur territoire. Alors, il y en a un qui est un Amérindien du Montana, donc toute la région d'Arizona. Et l'autre, ben là, c'était compliqué. C'était l'Égypte. Alors, donc, d'attendre et de résister pendant des années avant d'accepter l'invitation proposée, c'est-à-dire d'aller en Égypte. Mmh. Il a fallu que j'ai deux bonnes amies qui nous disent on t'accompagne, nous y allons et on va explorer ce pays. Et pour me retrouver dans un pays où en ce moment j'hésiterais à aller parce et d'arriver en Égypte en 2001 avec un voyage organisé cosmiquement par le guide. Fallait le faire, tu vois. Et en mettant le pied, même pas sur la terre d'Égypte, mais sur l'asphalte de l'aéroport. Ouais. Et je savais que je revenais chez moi. Et là, j'étais dans ma deuxième patrie. J'étais chez moi. Je l'ai su instantanément, sans rien fait. Et ça aussi, ça a été une nouvelle naissance. Une partie de moi, jamais, j'ai tellement résisté. Puis tout ça en anglais, on a une expression qui dit « What you resist will persist ». Ce à quoi tu résistes persiste. Enfin. Donc, de découvrir que non seulement j'y avais eu des vies, que je connaissais ce pays, mais effectivement que j'y avais vécu et que c'était ma vraie terre, c'était ma vraie patrie, ma vraie histoire terrestre. Donc là, renaissance, oui. Ça a été une renaissance qui m'a amené à y aller à peu près 35 fois, tu vois. C'était une renaissance qui a demandé un certain investissement de temps et d'énergie. Ça, c'était pas au programme conscient de mon incarnation. Mais comme on arrive dans cette vie avec le poil de l'oubli, la majorité d'entre nous, ben, je peux m'en souvenir. Donc, de découvrir ce berceau de l'humanité qui est l'Égypte,
ça a été, oui, tu vois, je te dirais que c'est pas que c'est terminé, le chapitre n'est pas terminé parce que c'est pas un chapitre, c'est un livre, des Ouais. livres, Mhm. mais de redécouvrir l'ancienne Égypte et l'après-ancienne Égypte. Mais je sais qu'en ce moment, c'est un peu comme toi tu disais, Mhm. je suis en transit. Oui. Je suis encore une fois En dans une renaissance. transition vers une nouvelle naissance. Ouais, t'es dans Alors, renaissance. il y a des naissances tous les jours, oui, comme il y a des morts et renaissances tous les jours, Ouais, mais il y a des mais les grands périodes. moments, Voilà. Il y a des je sais qu'il y périodes. a quelque chose. Ouais. Ah, je pense pas, je crois pas que là, ce sera la transition volontaire pour changer de vie et de plan, mais qui sait, on sait jamais. Faut toujours être prêt. Faut toujours être prêt. Ah, mais en parlant de ça, tiens, tu vois, tout s'enchaîne. Oui. Il m'est revenu il y a 2 jours, je pense, parce que le mot renaissance que tu as semé dans mon cerveau, Tu sais que je sème beaucoup de choses, hein. oui, oui, et que tu as semé dans mon cerveau il y a 2 semaines en prenant le rendez-vous Mm. avec moi, ben, ça travaille tout seul. Hein. Alors, ça m'amène, je te parlais de transition volontaire, c'était pas une transition volontaire, mais je me suis retrouvée il y a 10 ans à peu près, 2005 environ, 2004 ou 5, dans une banque où j'avais un compte Oui. tout près de chez moi. Oui. Et c'est très tôt le matin et on est 7 ou 8 clients à attendre, pas plus. Et il arrive 2 voleurs en Mm. cagoule avec les fusils avec un silencieux, tu sais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors, il y en a un qui dit tout le monde par terre, ventre à terre, comme dans Mm. les films, tu vois. Et l'autre, il saute sur l'autre côté des caissiers, chez les caissières pour prendre l'argent. Alors, moi, je me trouvais par terre et un des heureux cagoulards avait son fusil, là, son revolver, sur ma tempe. Oh mon Dieu. Mm. Je m'en souviens très bien, j'avais un manteau rose. Il y a des détails, tu vois. C'était dans la couleur du cœur. Oui, j'avais un beau manteau rose et lui, il avait un beau revolver noir. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis préparée parce que je me suis dit, peut-être qu'il est vraiment sérieux. C'est pas une pièce de théâtre, Mm. quoi que c'en était une. Là. Mais il y avait une mise en scène particulière qui était qu'est-ce qu'on fait si on sait qu'on peut mourir. Mm. On peut, ça pourrait arriver. Il y a qu'à tirer sur la gâchette, le gars. Mm. Donc, tu connais bien la méthode Samsara, la thérapie Oui. du passage, que Oui. j'enseigne, que j'ai publié. Oui. Alors, j'ai tout révisé, mes notes. J'ai tout repassé. J'ai fait mon détachement, ma libération de ressentiment. J'ai été voir mon enfant intérieur, mon adolescent. J'ai tout révisé. J'ai tout fait mon bazar rapidement. Je Je vois suis ça. allée au camp. Tac, tac, qu'est-ce que j'ai? Et j'ai été voir mes chers rapidement, hein, les plus près de moi. Et comme je commençais à glisser vraiment en dehors de mon corps, au point où je commençais à voir mon manteau rose, on a entendu la voix des policiers. Waouh, magique. Ouais, Du coup, t'es les revenu. policiers. Alors, il s'est passé plein de choses que je ne sais pas. Les policiers qui disaient, mesdames, messieurs, ça va, c'est sous contrôle, ils ont fui, nous allons, une partie de nous, ils ont dit ça plus policiers, là, mais enfin, une partie de nous part à la chasse au voleurs. Ils ne les ont jamais retrouvés. Et l'autre partie, et ils nous ont enfermés dans la barre là-dessus, pour nous interroger. Oui. Alors, je peux te dire que je ne savais pas quoi dire. Bah non. Moi, mais c'était un peu difficile à expliquer. Tu pouvais, Alors, pour vous, madame, quelle est votre version des faits? tu
pouvais pas lui expliquer ce qu'est un samsara. J'ai dit la version des faits, j'ai dit, vous savez, j'ai tellement peur que j'ai probablement un peu perdu conscience de ce que j'avais. Moi, j'ai quand même pas commencé à raconter que j'avais fait ma préparation à mourir en paix, Non, je sais pas, à mourir négligé, hein. je sais Bon, pas pourquoi ça se dit pas trop ça. de part à ce moment-là, les policiers étaient extrêmement gentils, c'est comme ça, ils prenaient des notes et tout, hein, des témoins, et nous demandaient la description, mais là, moi, je... Bon. Et il y avait, comme par hasard, tu sais comment c'était une nouvelle naissance. Ben oui, c'était une nouvelle naissance. En fait, c'était une mort renaissance, mais je sans l'arrêt des fonctions encore Oui. physiologiques. Mais il y avait une jeune psychologue qui était à côté de moi parmi les clients avec sa maman. Elle venait faire un enfant pour que je voiture, commençait à travailler dans son cabinet. Et puis elle était très paniquée, très énervée. 26 ans, 28 ans. Puis elle me regarde, dans sa panique, elle me regarde et dit, mais pourquoi vous êtes si calme, vous? Comment ça se fait que vous êtes si calme? Mais ouf, c'est mon métier. Je me J'en suis, suis un peu calme. je me suis juste défoncée à l'énergétique et j'étais en train de faire mes passages. Tout va bien. J'ai pas dit. Je suis en train de préparer le passage de la mort, hein, la Ouais. transition volontaire. Mais Alors, je... bon, t'as quand même dû faire ça très très vite parce que ton samsara que je connais comme tu dis, il, il- j'en ai il- toujours. il est quand même long en formation. Du coup, t'as dû me faire ça quand même en vitesse éclair, quoi. Et tu sais, ça a peut-être été plus long que je pensais, Ouais, en fin de compte, parce que j'ai aucune idée du temps, parce que j'étais vraiment, je savais qu'il y avait ce truc sur la tente, donc quand il y a un truc ouais, sur la tente, tu ouais, dis, tout à fait. donc je suis allée à l'essentiel. Donc tu vois, c'est intéressant ta question parce que ça Ah me fait oui, voir parce l'essentiel au que moment de la mort. Ah oui, parce que le cycle samsara, tu nous le fais sur 4 jours niveau 1, 4 jours niveau 2. Je vois la richesse hein, de Parce que je connais bien le samsara. Je vois la richesse de l'enseignement que tu nous as donné. Ouais, je me dis que là, t'as dû quand même... Soit il y a eu... Soit t'étais dans un autre espace-temps, ce Oui, qui est possible. Mais oui, ça a dû être quand même plus ou moins long, le hold-up. oui. Oui, Ah, en fait, c'est que quand on fait le Samsara 1-2, ouais. on n'est pas à l'article, Non, comment dire, l'article de la mort. tout à fait. Bon, il faudrait le jouer, le jeu, tu vois, mais on n'est pas là. Hein, on n'est pas en train de mourir. On se pratique à se libérer le plus possible de tout ce qui entrave la Ah oui, fluidité de l'énergie. Parce que quand on naît à la naissance, on fait naître dans l'enveloppe corporelle et on l'entoure aussi. Mais au moment de la mort, c'est l'inverse. On va quitter l'enveloppe oui. corporelle. Donc, au fond, l'essentiel pour moi à ce moment-là, c'était de vérifier mes êtres chers. Mm. Vraiment, c'était d'aller vérifier les liens les plus forts avec mes êtres chers, ma mère, mon fils, etc. Et de mettre plein de lumière et de leur dire que je les aime. Et c'était de vérifier si j'avais des dossiers ouverts, si j'avais des dossiers pas réglés avec certaines personnes, tu comprends, d'aller vérifier, et ben oui, j'en ai trouvé quelques-uns, hein, et d'aller faire le pardon avec leur âme, à défaut de le faire physiquement, faire le pardon ou demander pardon, enfin une histoire de pardon et de la libération du ressentiment, et de me délester de plus possible, d'enlever les paquets, les bagages le Tu, plus possible. tu peux nous dire le fait de travailler tous ces détachements, le fait de Et, faire tous ces pardons et de clôturer, comme tu dis, les dossiers avant de partir, si on le fait pas en fait, c'est quoi?
On laisse des résidus, on a du mal à passer. Qu'est-ce qui Ouais, se passe si on le fait pas en ouais, fait? ouais, les deux. Les deux, en fait, si on ne le fait pas, tu sais, il y a différentes façons de le faire. Hein. Oui, oui. Je repensais à un homme très connu au Québec qui est décédé maintenant, Pierre Péladeau, qui est québécois, enfin. Et lui, il était interviewé un jour et puis il venait de perdre un de ses amis décédés et l'animatrice lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, j'étais à côté de lui, je lui ai tenu la main, je lui ai dit, je t'aime. Et Mm. moi, il dit, je sais pas quoi faire. Je lui ai dit, je t'aime, il est parti. Alors, au fond, si on ne le fait pas, c'est que si c'est très grave si c'est très lourd comme ressentiment, Oui, comme attachement, bon, si c'est très lourd, ce qui arrive, c'est qu'on prolonge la personne, l'être qui est sur le point de faire sa transition, va mettre plus de temps à à partir. faire la transition que si elle est prête. Que si elle est prête. C'est pour ça qu'on accompagne les personnes en phase de fin de vie. Il y en a qui n'ont pas besoin d'être accompagnés, mais il y en a qui ont besoin. Donc, si les attachements sont plus rigides, plus forts, ben, celui qui doit partir et celui qui doit rester, ils mettent plus de temps, tu vois. Donc, il y a plus de temps. D'accord. Et pour les deux, ça devient un défi. Oui, Celui qui doit laisser partir a de plus en plus de peine et celui qui doit partir peut avoir de plus en plus de mal. Je oui, pense s'il y a une souffrance physique ou enfin, bon, c'est une histoire à deux. Et pour ce qui est, bon, ça c'est pour l'attachement. Mais pour les ressentiments, là où il y a eu des conflits, parfois même de la haine, de la trahison, des machins, tout ça, pour cette partie-là, eh bien, là aussi, ça prolonge le temps et personne ne veut céder sur son territoire, mm, personne ne veut céder. Donc, dans le cas des ressentiments, il peut y avoir on va appeler ça l'agonie, une agonie plus longue. S'il y a une souffrance physique, par exemple, une maladie. mhm, Bon, évidemment, il y a tout le contexte karmique. Pour oui, certaines personnes, l'aspect karmique de la transition de la maladie est là pour qu'ils prennent conscience de quelque chose. C'est pas une question d'accélérer, mais de de se libérer. libérer, de ne pas avoir tout ça sur le dos en partant, tu vois. Et je parle pas de l'attachement. L'attachement, c'est au niveau du cœur, Oui, c'est autre chose. C'est différent du ressenti. d'accord. Entre autres. Je me souviens, c'est comme si c'était hier, mais j'ai accompagné ma mère en 2011 Mm, oui, et rapidement, elle a fait une ACV, donc elle est partie assez rapidement, 48, moins de 48 heures, mais dans l'institut hospitalier, lui avait, comment on appelle ça, maintenu artificiellement en d'accord. vie. Et ils ont dit carrément pourquoi. C'était pour donner l'occasion à la famille de venir la voir de D'accord. son vivant. Oui, C'est bien qu'elle était vivante, mais le corps ne répondait plus. Elle entendait tout, elle savait tout. Mais là où il y a eu une question très importante, c'est le deuxième jour, de décider, nous, les humains, les trois sœurs entre autres, mm, de débrancher l'appareillage artificiel. Et là, on oui, savait que en étant plus alimenté par la technologie, oui, qu'elle allait quitter son corps, soit dans la minute ou les heures, parfois même c'est plus long mhm, que prévu. Alors déjà, ça, c'était une grande question de choisir, c'est pas de l'euthanasie, hein, c'est pas comme on va choisir un animal malade, on va le faire non, euthanasier. mm, C'est une grande question en ce c'est moment. une grande question Ce aussi. qui s'appelle en Suisse, pardon, le suicide assisté, j'aime pas le mot du tout. Pour Non, moi, c'est une transition volontaire oui, assistée. Et j'aime pas le mot, je trouve il n'est pas juste ce non, mot et de, puis il est connoté le mot suicide. oui, Voilà, oui, c'est très une, lourd. une, oui, c'est lourd et ça ne représente pas le choix
de la transition volontaire. La transition volontaire, c'est un rite de passage que les maîtres pratiquent un peu partout sur la Terre, hein, certainement. Mais donc, pour revenir à la... Et donc, de choisir ça pour quelqu'un, et bon, pendant les heures qui ont suivi, par exemple de 11h à 17h, moi, j'étais là avec mes soeurs, une de mes soeurs. Et l'autre y était, mais elle a fait des allers-retours. En tout cas, deuxième choix de naissance ou renaissance, c'est que là, je savais que moi, vu mon métier, je pouvais accélérer. Lui proposer de quitter plutôt que d'avoir cette difficulté de respiration qui allait vers l'agonie. Bon. Alors, ça s'est passé à 17h. Enfin, j'ai lui parler comme je te parle maintenant. Et je lui ai dit, bon, maman, c'est très beau soleil dehors en plein été. J'ai dit, la fenêtre est ouverte, le soleil t'attend. Et tout ça. Et ça va se passer exactement comme un orgasme. Mais ce ne sera pas un orgasme physique, tu vois. Ça sera un orgasme cosmique. C'est génial. Et puis, bon, enfin, je brège. Et, bon, on s'était dit tout ce qu'on pouvait se dire, moi, par des paroles, elle, télépathiquement, et avec ma soeur, mes soeurs aussi. On avait beaucoup parlé, on avait beaucoup libéré. Et c'était, tu vois, je te résume, pardonne-moi ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Mais c'est bien aussi des fois de résumer parce que ça sert peut-être pas à grand-chose non plus de revoir les étapes. Non, pas du tout. Surtout à ce moment-là, quoi. Ouais. Et tu vois, ça a bien fonctionné pour elle, cette symbolique de l'orgasme cosmique. Elle est partie. C'est chouette. Partie, elle a quitté son corps, en fait. On l'a bien vu, c'est sûr, mais elle n'est pas partie tout de suite. Non. Et comment voilà. comment t'es venu ton métier finalement? Comment t'es venu tous ces rituels, tous ces passages, tout ce savoir maintenant dans ton métier, c'est comment ça s'est révélé à toi. Donc tu as parlé de ton papa, donc je comprends qu'il y avait déjà une piste, mais comment tu as conscientisé qui tu étais et tous les rituels? Oui, d'accord, ça c'est une très bonne question. En fait, c'est vraiment suite je nomme les années parce que ça me donne des repères, en 1992, 92, suite à une thérapie brève que j'ai faite qui se nomme la catharsis, la thérapie du tunnel, et suite à la formation comme thérapeute avec le psychologue qui l'enseignait, qui se nomme aussi, d'ailleurs il y a un livre qui a été publié, La thérapie du tunnel, qui est la catharsis à l'origine, c'est le nom à l'origine. Donc, suite à cette thérapie qui utilise un tunnel, mais pour régresser dans la vie actuelle et désocculter des événements et des situations traumatisantes et dramatiques et tout ça, et pour libérer vraiment la personne, c'est suite à ça, et l'apprentissage surtout, que moi, à la fin de tout ça, donc on était là en 93, au même moment où j'ai rencontré les dauphins, c'est venu. Je me suis dit, hey, s'il y a un tunnel en arrière, il y a un tunnel en avant. Tout le monde en parle. On va faire comme ça, mais je ne pouvais pas faire ça avec quelqu'un, je l'ai fait pour moi. C'est-à-dire que la première session, j'ai eu quelqu'un qui a assisté, un psychologue qui avait fait la formation avec moi, mais il n'a pas aimé, donc il n'est pas revenu. La deuxième session, je l'ai fait avec quelqu'un et ensuite j'ai continué seule. Alors, ce qui est arrivé, c'est que clairement, dans ma tête, à cette époque-là, je croyais, quelle illusion,
et là aussi on parle de renaissance, que ma mission sur Terre était terminée. Oui, Je croyais que j'avais fait ce que j'avais à faire. d'accord. Belle illusion, remplie d'ego. Ah, on fait ce qu'on Ouais. peut, hein. Oui. Et je croyais que là, je pouvais quitter, mais il n'était pas question de suicide. Moi, je ne suis pas suicidaire. Mm. Et comme j'avais lu et j'avais entendu parler de cette fameuse transition volontaire, entre autres le deuxième grand maître japonais de Reiki, Mhm. Monsieur Hayashi, Mhm. c'est comme ça qu'il a quitté. Lui, il était militaire, il n'était pas question qu'il aille tuer des gens alors qu'il était maître de Reiki. Donc, il a quitté par transition volontaire. Comme dans le film, tu sais, le petit Bouddha, il y a le maître qui Oui. quitte son sommeil. Bon, il y a différentes façons de le faire et tout. Alors, je me suis dit, bon, moi, il faut que je retrouve comment on fait ça. Mm. Alors, je me suis inspirée donc de la tunnel, mais au lieu d'aller en arrière, je me suis dit, on va vers l'avant, parce que ceux qui sont décédés, qui reviennent, ils font des morts cliniques, ils racontent tous la même chose. Il y a un tunnel, il y a de la lumière au bout. Tout à Et fait. là, il apparaît des anges ou des êtres chers décédés, et ils lui apparaissent, et ils disent, ah bon, blablabla, t'as pas terminé, tu retournes. Et là, il revient, puis il est pas mal transformé, le type ou la dame, tu vois. Oui. Là, souvent, c'est comme ça, les témoignages. Alors, je me suis inspirée donc de ça, du tunnel, mais l'expérience comme telle, je l'ai faite. Bon, comme je te dis, 2 premières sessions avec quelqu'un qui était là, un a lâché, l'autre, bon, intéressant, mais j'ai pu continuer avec cette personne. Et ce qui se passait, c'est que dans le fameux tunnel, au lieu d'être arrêté avant la lumière et de revenir, je traversais la lumière et j'allais explorer des mondes. Je les ai décrits, ces 10 transitions, ces 10 mondes, dans mon premier livre, D'ici ou bien au-delà. Mhm. Elles sont décrites, résumées, mais décrites. Je les ai appelées des transitions. Il y en a 10. Mhm. À la 10e transition, donc en 93, on était, je me suis retrouvée vraiment de l'autre côté, mais à ne plus revenir. Et là, j'ai vu arriver un ange, mais enfant. Un ange, pas un cupidon, là, un ange, petit ange. Oui, oui. Probablement mon enfant divin, je ne sais pas. Avec des ailes et tout, et il y avait un pont argenté, au-dessus d'une rivière argentée. Et il était sur le pont, et il m'a tendu la main, cet ange-là. J'ai entendu mes guides qui m'ont dit, bon, maintenant, tu as fait le truc, et tu vas l'enseigner. D'accord. Waouh. Je suis traversé le pont, je suis revenue en colère. Je comprends. Oui, mais je Tu comprends. comprends? Oui, je comprends. Ça, Est-ce ça, que ça m'évoque des choses. Je comprends. ça avait fonctionné, tu vois? Et là, tu vas l'enseigner. Mais je dis, non, mais attends, je peux pas enseigner ça. Ils me mettent en prison. Donc, de fil en aiguille, j'avais déjà une certaine clientèle comme psychothérapeute. À l'époque, on avait le droit d'utiliser le nom, maintenant non. Comme thérapeute, j'avais une certaine clientèle. De fil en aiguille, j'ai accompagné, mais des personnes qui avaient soit un deuil ou des transitions, des passages. Pour en arriver à conclure des thèmes comme le détachement, la libération des ressentiments, l'enfant intérieur, des thèmes de thérapie, bon, pas classiques, mais de thérapie, et à force d'accompagner des personnes à se détacher, à se libérer de ressentiments. Et le but, c'était de se libérer avant de quitter. Hein. Mais finalement, c'était des situations de mort qui n'étaient pas la mort physique. C'était un changement de travail, un divorce, une séparation. Les petites morts du quotidien. Oui. Ça a fini. Au bout du compte, il y a une sorte de protocole qui s'est fait, mais ça a mis du temps avant qu'il soit le protocole qu'il est aujourd'hui. Et ce que j'ai ajouté, que je ne fais plus, je te l'ai déjà dit, d'ailleurs, je crois, c'est qu'à la fin de la formation,
je faisais une démonstration, Mm. Oui, je me moi, souviens. et non pas, je le demandais pas aux gens, je faisais une démonstration de transition. Mm. Et bien là, c'était pas, ça devenait, j'ai arrêté de Mm. faire ça, parce Ouais. que la démonstration, c'était aussi de l'ego. Oui, ça fait, C'est-à-dire ça fait que un peu spectacle à la fin. oui, puis mon cœur, les fonctions Vital. physiologiques arrêtaient et tout ça, et ça repartait, machin. J'ai arrêté. C'était, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ça devenait, euh, Mm. c'est pas nécessaire. Non, oui, je suis d'accord. Mm. C'est pas nécessaire et j'ai gardé l'essentiel de Oui, la méthode, donc le détachement, une ascension dans l'au-delà symbolique avec, que tu connais avec des balises, tout à fait. euh, la libération des ressentiments, guérison de l'enfant intérieur, de la dépression intérieure, psychogénéalogie, l'exploration des chakras, etc. Plein de... Donc, j'ai gardé l'essentiel. En ce qui concerne la transition volontaire, euh, quand la société sera suffisamment ouverte, si je n'ai pas fait ma transition volontaire encore, Non. je pourrais reprendre la session. Ouais, on va encore attendre un peu. Comme quand je l'ai pratiqué dans la banque, là. Tu, tu pourrais faire un chapitre sur le sujet, effectivement. Oui, oui, oui. Tu sais, là aussi, aujourd'hui, ça me fait un peu sourire quand je prends, comme je te dis, je prends une distance et je regarde ce que j'ai semé, ce qui est récolté, etc. Oui. Bon. Et que d'autres aussi, mais je fais mon bilan moi, je vais pas faire le bilan de tout. Ça me fait sourire parce que ce qui se produit au-delà de la mort physique, ce qui se produit dans le bilan, c'est cas par cas. Il n'y a pas une ligne directe, une ligne droite. Et en plus, ce qu'on crée, c'est chacun crée son au-delà, son après-vie, sa vie. Chacun la crée, il n'y a pas de recette miracle. Oui, qu'on puisse communiquer avec les âmes des personnes qui sont parties, ça c'est autre chose, ça c'est une communication. Et certainement qu'il y en a qui peuvent nous enseigner des choses. Et encore là, c'est leur vécu. Tu sais, si tu es bouddhiste, si tu es tibétaine, si tu es musulmane, si tu es chrétienne, ben, tu as 4 sortes de paradis. Mm. Tu Oui. as 4 visions complètement presque différentes de l'au-delà, de l'après-vie. Alors, c'est vraiment les croyances qui font qu'on crée quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en commun pour ceux qui sont libérés des carcans des structures religieuses? C'est de percevoir ce qu'on appelait Dieu, la source divine, comme un grand soleil, une lumière. Oui. Tu sais, moi j'ai grandi dans une communauté, enfin, un milieu où Dieu c'était un grand vieillard barbu avec la barbe je sais pas où, et puis une grande toge blanche assise sur un trône avec un bâton, je sais pas quoi. Ça peut être la représentation des sages, des mages ou des anciens des jours ou de je sais pas quoi. Mais Dieu, la notion de Dieu, déesse, mère divine, père divin, machin, tout ça, ben, c'est une grande lumière. Ouais. Ça, on a probablement cette chose en commun. Oui. C'est une lumière, c'est un soleil qui a des facettes qui sont représentées par des divinités dans chaque culture, que ce soit Shiva ou Osiris ou Jésus ou enfin bon. Bon, je ne vais pas mêler toutes les choses, mais pour dire que nous créons notre monde après cette vie. Là aussi, on continue la création et la créativité. Oui. Moi, j'ai eu un mentor qui est un alchimiste chaman astrologue qui a aussi fait sa transition en 2011. Et il est venu dans mes rêves, comme ça je sais que c'est pas mon imaginaire. Il est venu dans mes rêves quelquefois pour... et le rêve le plus marquant, c'était quand
Il était allongé sur un magnifique tombeau comme les rois écossais avaient, tout en pierre avec les pieds et tout ça. Et là, il se lève, il me dit, je suis pas mort, tu le vois bien? Regarde, je suis pas mort, je suis là. Et là, il me montre, tu vois, ça c'est mon domaine et ce sont mes royaumes Mm. que j'ai créés de mon vivant. Ouais. Et en Et fait, c'est un enseignement que je transmets aussi, qui s'appelle la voix de l'âme. la voix de la main. Euh, donc, c'était très intéressant, en fait, parce que son univers à lui, bon, enfin, c'est ce que j'ai vu dans le rêve, son univers à lui, c'est ce qu'il avait créé de son vivant et qui était arrivé dans ces royaumes, ces mondes, on appelle ça des royaumes, enfin. Et cette notion, je suis pas mort, Ouais, tu vois? ouais. Mais comme quoi, je me dis, on est créateur de notre vie, on est créateur de nos passages, et on est Ouais. créateur de l'au-delà. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, D'où le quand fait même, qu'on est vraiment des artistes de la vie. oui, oui, c'est vrai. Oui, en effet, et tu sais, quand on parle de la notion de création de l'univers, en fait, des univers, parce que pour moi, il n'y en a pas Oui, il y en que. a plusieurs. Et, on parle du Big Bang, bon, de tout ça, c'est comme une cellule d'origine, un noyau d'origine. Alors, bon, je me dis que c'est un mouvement perpétuel de création. Hein. Ouais. On n'a qu'à voir l'image derrière, comment on l'appelle, c'est la nébuleuse de Oui. lait. Mm. On les appelle en anglais the pillars of creation, les piliers de la création. Mhm. Et dans cette nébuleuse sont créées des étoiles. Ouais. C'est une pouponnière d'étoiles. Magnifique. Une pouponnière d'étoiles. Tu vois, il doit y en avoir d'autres, mais là, celle-là est connue, tu sais, on la voit souvent. Alors, c'est la nébuleuse de l'aigle où sont créées des étoiles. Wow. Et moi, je crois que, en tout cas, je crois que je l'ai été. J'ai déjà été incarné en étoile, en planète, en galaxie, en léopard, en peuple des étoiles, en baleine, enfin, il n'y a pas de limite, quoi, puisqu'on est tous un. Ouais. On est un, on est le tout, tu vois. On fait partie d'un tout. Ouais. Oui. Mais il n'empêche qu'avec ce beau grand discours que je viens de te raconter, il n'empêche que quand on est dans l'instant présent où un être cher à notre cœur et à notre âme s'apprête à quitter pour un long voyage, Ouais. on a le cœur gros, comme on dit chez nous. On a le cœur gros, on a de la peine Ouais. et tout ça. Et je mets au défi les grands philosophes de la mort de me prouver le contraire. Un être qu'on a. L'amour, c'est aussi, c'est donc, oui, on va dépasser cette peine, oui, Mm. mais on est humain et c'est très beau d'être humain quand on est des vrais humains. Oui, après on Là, est... on assiste à beaucoup de déshumanisation en ce moment. Ouais. Oui, Donc, quand on est... on assiste aussi je trouve, le fait qu'on ne doit plus avoir d'émotion non plus en tant qu'être humain. On n'a plus le droit à la colère, on n'a plus le droit à la tristesse, on n'a plus le droit, bon, à l'amour, mais on sait plus bien ce que c'est. Donc je pense aussi que dans le côté des humains qu'on vit maintenant, je pense que les émotions nous interdit sous quelque chose de zénitude. Alors je suis relaxologue, alors ça me parle un peu. J'ai quand même des gens qui me disent je voudrais plus avoir de stress ou plus avoir d'angoisse ou plus. Mais ce sont des émotions humaines, on peut pas retirer. On peut, comme tu dis, vivre avec, mais forcément on va perdre quelqu'un, on a le cœur gros comme ça, on va se séparer de quelqu'un qu'on a connu toute notre vie. Oui, C'est, voilà. enfin, Oui, c'est un au revoir, même si c'est un passage, même si la frontière avec l'au-delà elle est très mince, c'est quand même pas la même forme de vie. ah ben, non, c'est très différent. Non. On est Donc, le vrai humain, il sait quand rire, quand pleurer, quand oui,
se détacher, etc. Tu vois. Donc, et voilà. Alors, Vivre, les c'est... émotions Ouais. font partie Ouais, puis il faut les de moi. vivre. Faut vraiment les vivre Oui, pleinement, quoi. oui, Alors, faut pas oui. sombrer dedans. Non, Faut pas s'y mais perdre. c'est là que l'art, la création Tout à fait. artistique, mais artistique ne veut pas dire on va aller dans une galerie nécessairement. La création artistique, Non. c'est tout le temps. Je suis en train de faire une soupe là, pendant que je te fais cuire une soupe et de faire cuire une sauce aux légumes. Là. Pendant que je te parle, ben, j'ai créé mon truc et puis ça Tout sent à fait. très bon. Tout à fait. Donc, ça fait partie aussi de, de la création, tu sais, de Mm. manifester, Ouais. manifester des choses. Alors, ça nous aide aussi au niveau des émotions. Ouais. Pas Et sombrer dans l'émotion. maintenant, avec le recul que tu as, euh, Oui. comment tu te définirais si je te posais la question qui suis-je, mais pas au travers d'un métier ni rien, mais qui tu es aujourd'hui avec toutes ces renaissances, avec tout ton vécu, comme tu dis, voilà, qui tu crois être aujourd'hui peut-être. Oui, oui, qui je crois je vais toujours demeurer, comme chaque humain, un être spirituel qui est venu expérimenter une autre fois quelque chose, bon. Mais je te dirais, le mot qui vient là spontanément, c'est l'alchimiste. Ouais, ça te va bien. Tu sais, l'alchimiste, c'est de mettre à la fois du noble et du brut ensemble et ça fait de la magie. Ouais. J'ai failli te dire, non, c'est pas venu la magicienne, non. Ce qui est venu, c'est l'alchimiste. Voilà, Ouais, parce que moi, ce qui me vient, c'est magicienne pour moi, et je te vois bien en ouais, alchimiste, effectivement. ouais. Tu sais, ce que j'aime du mot alchimiste, c'est qu'il est androgyne, c'est-à-dire que c'est Ouais. alchimiste, mais c'est autant le masculin que le féminin, donc l'alchimiste. Ouais. Je pense que c'est le mot qui viendrait, de faire de l'alchimie. Ah, puis c'est intéressant le lien, tu sais, l'ancien nom de l'Égypte, Mhm. en arabe, c'était alchimie, Ah, alchimie. et oui, la boucle est bouclée. Ouais, la boucle est bouclée. La boucle On est a fait, bouclée. On a fait le tour de la Renaissance pour arriver à oui, l'alchimie à l'Égypte. c'est drôle, là. Alchimie, ça s'écrit A-L-K-H-E-M-I. Je pense, je crois pas qu'il y ait direct en arabe, en la langue arabe. Alchimie. Magnifique. Première chose, avant qu'on termine, euh, il y a eu une très grande renaissance à Yévi, que j'avais 9 ans. Euh, j'avais fait à cause de la voyance que je n'arrivais pas à calmer. Pas la clairvoyance, la voyance. Oui, oui, Dans un milieu où ça pouvait pas avoir lieu, tu comprends? oui. Euh, le diagnostic médical après un an d'épilepsie nocturne, Ouais, convulsion, c'était la lobotomie. ouais. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Si, si. Donc, et là, vraiment, là, la magie était à l'œuvre. Mon père connaissait un chiropracteur guérisseur. Il allait le voir pour se précaler. Et il lui annonce que j'allais avoir une lobotomie. Et là, il dit, tu me l'amènes. Et là, moi, j'ai senti qu'il y avait après-coup, il y avait des anges partout. Et Mhm. donc, j'ai échappé à la mort cérébrale Cérébrale. grâce à l'intervention. Tu vois, ça, c'était vraiment une renaissance sans que je sache que c'était une renaissance. Mhm. Ça arrive comme ça, tu vois, juste à la fin de notre échange. Ouais, mais c'est vrai que c'est fort, cette histoire-là. Fin, là, c'est de te dire que je reconnais l'intervention divine Mhm. dans tous les aspects de ma vie. J'ai beaucoup de gratitude pour la vie, Ouais, l'univers, le divin et tous les êtres qui contactent, qui contactent en direct ouais. le divin. Voilà. Le divin en soi. Le Le, divin en di- soi, le oui. divin en soi, le divin autour de soi, et voilà. Ouais, Ouais, exactement. magnifique. Gratitude et Bon. merci beaucoup. Alors, c'est pas merci.
Merci, Aude. Merci Sarah Diane.